Bonsoir tout le monde. Docteur Eunice Derivoire-Mérizier, chirurgienne, est jusqu'à date coordonnatrice des conseillères techniques au CIFAS, Centre d'information et de formation en administration de la santé, MSPP. Membre pour Haïti de la commission de l'ANSET pour la chirurgie globale, l'ANSET Commission for Global Surgery, Fellow of International College of Surgeons, professeur de pathologie chirurgicale à la faculté des sciences infirmières de la UEH et travaille en libéral. Après ses études de médecine à la FMP, elle obtient le certificat de CFMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduates, qui lui aurait permis de travailler aux États-Unis. Elle passa une année de résidence en médecine interne et choisit de se spécialiser en chirurgie générale à la UEH. Elle fut assistant étranger au service de chirurgie digestive de l'hôpital Avicenne de Bobigny, banlieue parisienne. Elle obtint un diplôme universitaire en cancérologie de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie et un diplôme interuniversitaire de spécialité en chirurgie infantile, Université Paris 5 René Descartes, Paris 6 Pierre et Marie Curie. Elle fut interne FFI des hôpitaux de Paris en chirurgie pédiatrique, hôpital Robert Debré, Paris 14, hôpital Necker, enfants malades, hôpital Armand Trousseau. Son parcours professionnel se résume ainsi. Directrice médicale et chef de service de chirurgie de l'hôpital Lumière de Bonnefin, chef de service des urgences de la UEH, professeur d'anatomie à l'université Notre-Dame et à des facultés de sciences infirmières, professeur de pathologie chirurgicale à l'université Lumière, doyenne de la faculté de médecine de l'université Lumière, assistant directeur à la direction des ressources humaines, DRH MSPP, directrice de la direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé, DFPSS MSPP, conseillère technique au CIFAS MSPP, pratique privée de chirurgie à Port-au-Prince. Elle est membre fondatrice et coordonnatrice adjointe de l'organisation InfoChir et a à son actif la publication de plusieurs articles dans la revue haïtienne de chirurgie et d'anesthésiologie RHCA InfoChir. Elle est également l'un des membres fondateurs du FMC. Elle est l'auteur d'un cours d'anatomie et de physiologie humaine à l'usage des étudiants et étudiantes en sciences infirmières. C'est donc avec plaisir que le FMC lui a proposé d'échanger avec nous sur une anomalie congénitale découverte chez le grand enfant ou chez l'adulte, le volvulus chronique sous malrotation intestinale. Docteur Derivoire, vous avez la parole et bonne écoute à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci, docteur Bouchnet, tous et à toutes, spécialement à nos deux invités spéciaux, docteur Rousseau et docteur Joachim. Oui, alors, le plan de ma présentation, et le titre est déjà annoncé, est le suivant. Je vais relater une brève histoire clinique. Je présenterai les objectifs de la présentation. Je ferai un rappel de l'embryologie de l'intestin et du mésentère. Je parlerai un petit peu du volvulus aigu pour m'attarder davantage sur le volvulus chronique qui est l'objet de cette présentation, en faisant ressortir les défis cliniques, les défis de l'imagerie et les défis chirurgicaux. Et dans les défis cliniques, je ferai une brève revue de la littérature et de quelques cas soignés en Haïti. Et voilà pour le gros de la présentation. Alors, comme je le disais, permettez-moi de vous raconter une brève histoire qui remonte à l'époque où moi-même j'étais une adolescente, naïve. Il y a une cousine de ma mère qui avait une fille d'à peu près mon âge, qui était souvent malade. Alors, la cousine de ma mère venait souvent à la maison et je l'entendais qui décrivait à ma mère le syndrome dont souffrait sa fille. La fille souffrait d'un syndrome récidivant fait de douleurs abdominales sévères à type de crampes, des vomissements verdâtres abondants, un gonflement de l'épigaste, c'est le mot qu'elle utilisait, et après les vomissements, l'épigaste se dégonflait, la douleur s'en allait, tout rentrait dans l'ordre en fait. Le syndrome était spontanément résolutif. Et la fille allait bien jusqu'au prochain épisode parce que justement, il s'agissait d'épisodes
qui se répétaient, et ceci sur plusieurs années. Elle a été suivie au Gonaïve par des médecins, bien sûr, mais on n'avait jamais pu trouver un diagnostic, encore moins de traitement. Finalement, de guerre lasse, elle a été remise à ses parents qui ont vite fait d'attribuer le syndrome à des maléfices. Elle a été déscolarisée. Par la suite, elle est devenue cachectique. Elle a développé un comportement aberrant, puis est morte dans un tableau de crise épileptiforme. Alors, quand par la suite, j'ai été moi-même exposée au syndrome, au volvulus chronique sur malrotation intestinale, je me suis demandé si ce n'était pas ça la pathologie de ma cousine. Bon, on ne le saura jamais. À l'époque, il n'y avait pas... Bon, enfin, l'autopsie, c'est une histoire en Haïti, au Gonaïve, encore plus. OK. Donc, les objectifs de ma présentation sont les suivants. D'abord, de façon plus générale, attirer l'attention sur le fait que des anomalies congénitales peuvent ne se révéler que chez le grand enfant, voire chez l'adulte, et être ainsi l'objet d'hésitations diagnostiques et de prise en charge inappropriées dans cette tranche d'âge. De façon plus spécifique, éveiller ou raviver la suspicion diagnostique sur le syndrome de volvulus chronique sur malrotation intestinale, qui en général n'est pas évoqué de parti pris chez le grand enfant et chez l'adulte. Et puis faire le point sur l'imagerie appropriée et la technique chirurgicale recommandée pour le traitement de cette anomalie. Pourtant, en fait, le volvulus chronique sur malrotation intestinale est pourtant une pathologie bien connue dans les sphères médico-chirurgicales pédiatriques, mais elle est souvent ignorée ou tardivement reconnue ailleurs, donc de telle sorte que le diagnostic est rarement posé dans un premier temps. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer cette image qui montre les conditions dans lesquelles se développe, peut survenir un volvulus sur malrotation. Et un volvulus sur malrotation va survenir dans tous les cas où les deux pieds de l'anse intestinale dont on va parler sont côte à côte. Quand les deux pieds sont côte à côte, facilement, la masse de grêle peut tourner autour de ce pédicule étroit. Sur la partie gauche de l'image, on voit les deux pieds de l'anse sont écartés, ce qui écarte également la possibilité de volvulus. J'aime bien prendre cette comparaison, c'est comme quand on marche, si nos deux pieds étaient complètement collés l'un à l'autre, toute tentative de marcher nous ferait tourner sur nous-mêmes et on tomberait. Mais normalement, on a notre polygone de sustentation qui permet l'équilibre. Bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est à peu près ça ce qui se passe dans le volvulus sur malrotation quand les deux pieds de l'anse sont côte à côte. Maintenant, et comme je le disais au début, un rappel embryologique du développement de l'intestin et du mésentère est absolument indispensable pour la compréhension de la pathologie, des images radiologiques et du traitement chirurgical. Sur ce slide, vous voyez une coupe sagittale de l'embryon humain de 5 semaines. OK? Et sur cette coupe, j'espère que vous suivez ma flèche, vous voyez le tube en jaune là, c'est l'intestin primitif. Donc, cet intestin primitif qui comprend 3 segments. Il y a un segment antérieur, un segment moyen et un segment postérieur. Le segment antérieur donne la partie du tube digestif qui va de l'œsophage jusqu'au deuxième duodénum, plus précisément là où débouche l'ampoule levateur. L'intestin moyen va donner, et l'intestin moyen c'est tout ça, ce qui a l'air d'une anse, mais va donner toute la portion du tube digestif qui prend tout le reste du duodénum, tout l'intestin grêle, le côlon droit et le tiers droit du côlon transverse. Ça, c'est l'intestin moyen. Et l'intestin postérieur va donner toute la suite du gros intestin jusqu'aux 2 tiers supérieurs de l'anus. Remarquez que cette partie de l'intestin, alors l'intestin moyen, c'est cette partie-là, c'est ce segment-là qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation.
L'intestin moyen, à cette phase du développement de l'embryon, la cavité abdominale de l'embryon n'est pas suffisamment développée ou encore l'anse intestinale grandit plus vite que cette cavité abdominale, de telle sorte qu'elle se retrouve en partie en dehors de cette cavité. Vous la voyez là qui fait protrusion à travers l'anneau ombilical. On appelle ça la hernie physiologique de l'intestin. Et vous voyez que cet intestin moyen est centré par l'artère mésentérique supérieure qui court dans la structure verte là, c'est le mésentère, l'artère mésentérique supérieure qui émane de l'aorte. OK? Donc, voilà. Alors, cette anse intestinale, on l'appelle anse intestinale, on l'appelle anse ombilicale, on l'appelle aussi anse omphalo-mésentérique parce que cette anse fait protrusion à travers l'ombilic. OK, ça, c'est tout ce que je viens de dire. Bon, maintenant, alors, laissez-moi vous voyez ce schéma-là, c'est ce schéma-là qui est reproduit sur la première image que vous voyez à gauche sur ce slide. Et sur ce slide, j'attire votre attention sur le fait que ce slide va revenir constamment dans la conférence parce qu'il résume l'essentiel de cette conférence, comme vous allez voir. Ici, comme je dis, la première image de gauche, c'est la même image qu'on avait vue où l'intestin était dans un plan sagittal. Maintenant, l'intestin a continué son développement, mais entre-temps, la cavité abdominale s'est également développée. Et maintenant, vers la 10e, 11e semaine de gestation, l'intestin va pouvoir réintégrer l'abdomen. Et pour réintégrer l'abdomen, l'intestin va subir 3 rotations dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire de la marche des aiguilles d'une montre. Chacune des rotations va mesurer 90 degrés. Donc, au total, ça va faire 270 degrés de rotation qui vont mettre l'intestin dans sa place définitive. Remarquez, je reviens encore sur cette première image de gauche. Là, on est dans un plan frontal. On a rotation 0. On n'a pas encore roté. Maintenant, voici la première rotation. La première rotation de 90 degrés amène l'intestin qui était dans un plan sagittal, amène l'intestin maintenant dans un plan frontal, comme vous pouvez voir. De même, le mésentère va se mettre également dans un plan frontal. Et vous voyez dans cette position, voici l'artère mésentérique supérieure, tout ce qui constitue le grêle se trouve à droite de cette artère, et l'iléon terminal et tout le reste du tube digestif, le gros intestin, se trouve à gauche de l'artère mésentérique supérieure, donc à gauche aussi de l'artère médiane. Remarquez aussi que ce qui est la première anse là, ici, la première anse, le cas duodénal n'est pas encore bien formé. On a, disons que le duodénum s'arrête un peu ici, la première anse jéjunale est là, et la dernière anse iléale est ici, ce qui fait que on a une base mésentérique assez large, et là, dans cette position, il n'y a pas de risque de volvulus. Alors, quand on a parfois, ça arrive que la rotation s'arrête ici. Donc, un chirurgien peut ouvrir un abdomen et trouver un intestin dans cette position, c'est-à-dire avec tout le grêle à droite, tout le côlon à gauche de l'artère mésentérique supérieure. Et cette position, étant donné que le mésentère et le mésocolon ici se trouvent dans le même plan frontal, cette position est dite position de mésentère commun complet. Donc, si en faisant une laparotomie pour notre cause, on tombe sur un tableau pareil, on va noter qu'il s'agit d'une malrotation, mais comme il n'y a pas de risque de volvulus, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire pour compléter, pour faire quoi que ce soit. Le seul geste que le chirurgien devra faire absolument, c'est que regardez que si le chécom est là, ça veut dire que l'appendice est là. Donc l'appendice n'est pas à la fosse iliaque droite. L'appendice se trouve au bas abdomen et presque à gauche. Donc, quand on tombe sur un tableau pareil, il faut absolument enlever l'appendice parce que si on laisse l'appendice et que le patient développe une appendicite par la suite, on peut avoir des difficultés à faire le diagnostic vu qu'on n'aura pas la douleur au point de McBurney classique.
OK? Donc, ça, c'est la position dite de mésentère commun complet. Maintenant, la rotation va se poursuivre. On va avoir une deuxième rotation de 90 degrés. Maintenant, ça va totaliser 180 degrés qui va, alors, et j'ai oublié de vous dire, regardez cette tâche verte, je vous prie de suivre cette tâche verte avec moi parce que c'est l'emplacement de la valvule iléochécale et c'est elle qu'on va suivre pour nous permettre de bien comprendre la rotation. Donc là, elle était là et là, et dans cette position de mésentère commun complet, vous voyez qu'elle est ici. Maintenant, la deuxième rotation de 180 degrés va amener ce chécome avec son iléon terminal au niveau de l'hypocondre droit, en avant et au-dessus de l'axe mésentérique. Et ce faisant, ça rapproche la dernière anse, qui est la dernière anse iléale, de la première anse jéjunale. En d'autres termes, les deux pieds de l'anse se retrouvent côte à côte. Donc, on a une base mésentérique courte, et là, il y a un risque énorme de volvulus. Retenez bien ce schéma, et c'est parce que c'est ça qui constitue justement l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, c'est cet arrêt à 180 degrés. Contrairement à l'arrêt à 90 degrés qui doit laisser le chirurgien indifférent, mais si un chirurgien tombe sur un tableau pareil alors qu'il opérait pour autre chose, ça doit quand même l'alerter, on reviendra là-dessus. Maintenant, de plus, quand le chécome est dans cette position, il y a des brides, on les appelle des brides de Ladd, qui vont s'étendre du chécome à la paroi abdominale latérale en croisant la face antérieure du deuxième duodénum. Et ces brides, parfois, sont suffisamment serrées pour entraîner à elles seules un tableau d'occlusion en dehors du volvulus. Maintenant, vous avez vu aussi qu'en tournant, le mésocolon commence à changer de plan par rapport au mésentère et au méso de l'intestin grêle, au mésentère. Donc, cette position est dite position en mésentère commun incomplet. OK? Heureusement que dans la grande majorité des cas, ça ne s'arrête pas là. Donc, la rotation va se poursuivre. On a une troisième rotation de 90 degrés, toujours dans le sens anti-horaire, qui va maintenant amener le chécome et l'iléon terminal à la fosse iliaque droite. Pendant ce temps, la première anse jéjunale et langue de Treps vont passer à gauche de l'artère mésentérique supérieure pour se situer dans l'hypocondre gauche. Donc, on a dernière anse à la fosse iliaque droite, première anse à l'hypocondre gauche, donc une base mésentérique très large qui interdit tout volvulus. Okay. Alors, ça, c'est le rappel que je viens de faire. OK, tout ça, c'est ce que je viens de dire. OK. Donc, et schématiquement, voilà une anatomie normale de la racine du mésentère suite à une rotation normale et complète. Voilà la base qui est en bleu là et en liseré noir. Donc, une base mésentérique très large. Ça, c'est la vue chirurgicale. OK? L'iléon terminal et puis première anse, une base mésentérique large. Et puis avec tout le grêle qui est maintenant à l'intérieur du cadre colique normal. Donc, la racine du mésentère, qu'on vient de voir là, elle mesure normalement 15 à 20 cm de longueur chez l'adulte. Et c'est l'élément essentiel de l'ancrage postérieur de la masse intestino-mésentérique, qui renferme, bien entendu, le segment tronculaire du pédicule artério-veineux mésentérique supérieur. Maintenant, venons-en à nos anomalies, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et théoriquement, toutes les rotations intermédiaires entre 90 degrés et 270 degrés sont possibles. Il y a également des cas de non-rotation, l'intestin reste dans un plan sagittal. Il y a des cas d'hyperrotation, où ça va au-delà de 270 degrés. Il y a également des cas de rotation inverse. Mais dans toutes ces anomalies, les anomalies pathogènes sont celles dans lesquelles on a une racine de mésentère courte avec les deux pieds de l'anse côte à côte, comportant un risque de volvulus et
et complet de tout le grêle. Et à les anomalies, j'ai oublié de dire, justement, après la rotation, bien entendu, il va survenir des phénomènes de fixation pour fixer le cadre colique, notamment le côlon droit et le côlon gauche, par l'intermédiaire du fascia de Todd dans leur loge respective. Les anomalies de fixation sont responsables de volvulus du segment concerné. Maintenant, au point de vue étiologique, comme vous savez que tout dans le développement est dirigé par les gènes, on a découvert des mutations génétiques dans un certain gène qu'on appelle BCS6. Ces mutations vont affecter la voie critique de signalisation et pour la rotation intestinale régulière. Donc, puisqu'il y a des mutations, donc la rotation ne va pas se faire dans le sens normal et ça va entraîner une localisation anormale du sécom et la formation des bandes fibreuses dont on a parlé, les bandes de Ladd qui relient le sécom à la paroi abdominale antérieure. Et juste un petit peu d'historique, si vous permettez. Le premier cas d'anomalie de rotation a été décrit par Morgagni en 1761. Mais c'est Meckel qui, en 1817 qui a décrit la hernie physiologique de l'intestin primitif au stade embryonnaire. En 1898, Moll a décrit la réintégration de l'intestin dans la cavité abdominale. Mais les 3 stades de la rotation que je viens de décrire ont été indiqués par Fraser et Robbins en 1915, et c'est Dott en 1923 qui a fait la première chirurgie pour anomalie de rotation. Ladd en 1932 a décrit les brides qui portent son nom. Higgins en 1934 a publié la première intervention couronnée de succès. Et en 1941, c'est encore Ladd qui a décrit la procédure standard, la technique chirurgicale standard qui est de mise jusqu'à aujourd'hui. En 1953, Gross a publié la première grande série de malrotation, 156 cas. Et en 1953-1954, Grob d'une part, Snyder et Chaffin d'autre part, ont proposé des classifications de ces anomalies. Et la classification la plus connue, c'est celle de Grob, la plus utilisée, c'est celle de Grob qui a décrit 3 types. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Le type 1, c'est le type qui nous concerne. C'est l'arrêt de la rotation à 180 degrés, qui est la plus fréquente et la plus pathogène. Le type 2, dans le type 2, on a une première rotation antihoraire de 90 degrés, qui est normale. Maintenant, au lieu que ça continue dans le sens antihoraire, on a maintenant une rotation inverse de 90 degrés. Maintenant, il y a 2 cas de figure. Si l'élément terminal et le côlon réintègrent la cavité en premier, on va avoir un côlon droit situé en arrière du mésentère. Mais s'il réintègre en dernier, le côlon droit sera situé en avant du duodénum et l'élément terminal en arrière des vaisseaux mésentériques. Donc, ça donne les types 2 et 3 de Grob. Mais le type qui nous intéresse, c'est le type 1. OK, donc le type 1, qui est là, je vous remets encore ce slide pour vous montrer ce type 1, qui est l'arrêt à 180 degrés. Vous voyez, là, embryonnaire. Maintenant, si vous voulez une vue chirurgicale, vous voyez toute l'âme intestin grêle qui peut être tordue sur cette base mésentérique courte. Alors, quand vous vous rappelez de la fonction critique, d'ailleurs unique à l'intestin grêle dans le processus digestif, vous imaginez ce que ça représente un volvulus de tout le grêle. Maintenant, quelles sont les circonstances de découverte de ce type 1 de Grob? Et on peut avoir chez le nouveau-né et le nourrisson un tableau de volvulus intestinal aigu. Je vais le décrire brièvement. On peut avoir ce tableau chronique qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais ça peut être aussi une découverte opératoire à l'occasion d'une laparotomie ou une autre indication. Ça peut être, docteur Joachim, une découverte radiologique au repas barité, au lavement barité pratiqué pour une autre indication, n'est-ce pas, docteur? Mais ça peut également être une découverte d'autopsie. Maintenant, parlons brièvement du volvulus aigu sur malrotation et intestinale du nouveau-né et du nourrisson. Le volvulus aigu va donner une symptomatologie bruyante qu'on ne peut pas rater. On va avoir chez le nourrisson, chez le nouveau-né, des rejets verdâtres, parfois teintés de sang,
Parfois, il y a même une hématémèse. On peut avoir, à cause de cette même souffrance vasculaire qui donne l'hématémèse, on peut avoir des rectoragies. On peut avoir une distension épigastrique, mais la distension épigastrique peut manquer si l'enfant a fini de vomir et puis on peut ne rien retrouver. Mais dès qu'on a, les pédiatres qui sont là peuvent le confirmer, dès qu'on a rejet verdâtre chez un nouveau-né ou un nourrisson, c'est occlusion haute jusqu'à preuve du contraire, quels que soient les autres signes par ailleurs. Maintenant, c'est important de savoir que chez le nouveau-né, le volvulus aigu a une compromission du pédicule vasculaire. Ça veut dire qu'il y a un risque de nécrose massive du grêle si l'intervention chirurgicale n'est pas réalisée en extrême urgence. Et il y a également des signes généraux, instabilité hémodynamique, pâleur, hypotonie, tachycardie à la palpation de l'abdomen. Comme vous savez, chez les tout petits n'expriment pas leur douleur comme les grands. Les pédiatres nous le confirmons. Mais quand on met une main sur l'abdomen, ça va entraîner de la tachycardie, c'est ainsi qu'ils réagissent. Mais de toute façon, l'association vomissement verdâtre plus rectoragie est très fortement suggestive de volvulus sur malrotation. Maintenant, Dr Delaunay a parlé dans son introduction de diagnostic différentiel que je fais faire surtout pour le volvulus aigu. Certainement, il y a les autres causes d'occlusion duodénale haute qui vont entrer en compétition pour le diagnostic différentiel, tel que par exemple un diaphragme duodénal, n'importe quelle cause, une atrésie duodénale, etc., qui de toute façon appelle aussi une sanction chirurgicale. Le diagnostic le plus critique à faire, dans ce cas, c'est l'entérocolite du nouveau-né, qui a également des vomissements verts et des selles sanglantes. Et pourquoi le diagnostic est important? Parce que l'entérocolite, dans un premier temps, ne réclame pas un traitement chirurgical, mais plutôt un traitement conservateur, alors que le volvulus aigu réclame une sanction chirurgicale d'extrême urgence. Alors, c'est une pathologie assez rare. La littérature décrit 1 sur 10 000 à 1 sur 20 000 naissances. On estime que moins d'un chirurgien sur 3 observera un cas durant sa carrière. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital Robert Debré, j'ai eu la chance de voir un cas. Alors, voir, c'est beaucoup dire parce que vous voyez, quand vous êtes faisant fonction d'interne, il y a pour des cas aussi rares, il y a le patron, il y a tous les grandes personnalités du service. Et puis les internes du service, vous-même comme faisant fonction d'interne, vous êtes relégué en bout de table et vous ne voyez pas grand-chose, mais quand même, j'étais là. Voilà, je n'en ai pas vu d'autres. La majorité des cas se voient avant, et 50% avant le premier mois. Il y a quand même autour d'une centaine de cas adultes publiés de volvulus aigu. Et on peut observer la malrotation chez 0,5 à 2% des patients sans symptomatologie, c'est-à-dire on opère un bébé pour une autre cause et puis on tombe sur cette malformation qui ne s'est pas encore manifestée. Les vomissements bilieux, encore une fois, sont caractéristiques de ce diagnostic et sont présents chez plus de 95% des patients ayant un volvulus. À l'échographie anténatale, on peut trouver un hydramnios et signe que le volvulus est parfois commence déjà in utero. Okay. Alors, je ne vais pas tellement insister sur l'imagerie, je vais seulement parler de l'ASP parce qu'on reviendra sur l'imagerie pour la suite. Et à l'ASP, on va trouver l'image de double bulle qu'on a dans tout cas d'occlusion duodénale. Le lavement barité fait suspecter le diagnostic, mais l'examen de référence laisse le repas barité qui sera tiède pour l'enfant. Et puis, on reviendra aussi sur les apports de l'écho-doppler et du scanner qui sont les mêmes que pour le volvulus chronique. Donc, voilà, ça, c'est l'image de double bulle. On a cette image de double bulle dans les cas de malrotation si les brides de lac sont suffisamment serrées pour coincer le duodénum. Autrement, on peut ne pas avoir cette image de double bulle et la radio et l'examen standard pour asseoir le diagnostic sera le repas barité. On a des anomalies associées, maladies de Hirschsprung, Meckel, la paroxysis, omphalocèle, hernie diaphragmatique, etc., anomalies cardiaques, lymphangiome cystique, atrésie intestinale,
Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le traitement, c'est la procédure de l'AD. J'y reviendrai. Je vais seulement signaler que quand on opère dans le cadre, dans la période néonatale, puisqu'on opère pour un volvulus aigu, non seulement il faut rechercher s'il n'y a pas d'autres anomalies associées, notamment des cas d'atrésie du duodénum et du grêle. Maintenant, s'il y a une cause, il faudra faire une résection. Sinon, le reste du traitement, c'est comme pour l'adulte. OK? On va revenir là-dessus. Bon, maintenant, venons-en au volvulus chronique, qui est le sujet du jour. C'est une pathologie plutôt du grand enfant, voire de l'adulte. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas? C'est que le volvulus n'est pas suffisamment serré pour causer une souffrance vasculaire, mais il est suffisamment pour entraîner une occlusion intestinale. Mais sur le poids de cette masse intestinale, puisque vous voyez, c'était tout le grêle, le volvulus se défait et donc se produit et se réduit tour à tour. C'est pour ça qu'on l'appelle le volvulus chronique. Les anglo-saxons disent sliding volvulus. Maintenant, quelle est la symptomatologie du volvulus chronique? C'est la symptomatologie que j'ai décrite au tout début quand j'ai présenté le cas de ma cousine. C'est des douleurs abdominales sévères à type de crampe, avec une distension épigastrique, encore une fois, qui peut manquer, parce que si on examine après les vomissements, des vomissements bilieux qui calment les douleurs et qui évacuent l'estomac. Parfois aussi, on a un syndrome de malabsorption, cassure ou non de la courbe de poids selon l'âge. Important à noter, ce sont des épisodes spontanément résolutifs et récidivants. Alors, et je parlais de défis cliniques, parce que justement, on va voir que dans la littérature, qui est assez abondante à ce sujet, on voit que très souvent, on passe à côté de ce diagnostic. Pourquoi? Bon, j'ai noté quelques éléments, il y a peut-être d'autres que vous pouvez ajouter. Premièrement, la symptomatologie est non spécifique, parce que douleurs abdominales, comme on le sait, les douleurs abdominales, c'est un motif de consultation fréquent, que ce soit en urgence ou en clinique externe. Et puis, les vomissements, pareil, on trouve des vomissements verdâtres dans n'importe quelle autre pathologie. La voussure qui pourrait faire une différence n'est pas toujours présente au moment de l'examen. Deuxièmement, le syndrome est spontanément résolutif. Donc, si dans l'intervalle, l'enfant se porte très bien, on peut même se demander, mais Timon, ça va gagner. Pourtant, il va faire une prochaine crise. Parce que les intervalles sont totalement asymptomatiques, à part la cassure du coupe de poids qu'on verra. Donc, ce qui fait que la suspicion de l'origine congénitale de la pathologie est plus difficile dans cette tranche d'âge. C'est pour ça que très souvent, devant ce tableau, il y a beaucoup de diagnostics plus courants qui sont évoqués. En Haïti, surtout la parasitose, on a évoqué la malabsorption, même la fibromyalgie, des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, voire des maléfices, etc. Maintenant, ce qui doit attirer l'attention pour le volvulus chronique sur malrotation, ou bien en tout cas pour dire qu'il y a une cause organique à ce syndrome, c'est la sévérité des crises douloureuses, le caractère récidivant des crises, la coloration jaunâtre ou verdâtre des vomissements. Vous savez, dès qu'il y a présence de bile dans les vomissements, on a affaire à un obstacle sous-bactérien, la voussure épigastrique lors des crises, et puis la cassure de la courbe de poids chez l'enfant. Et une brève revue de la littérature, comme je l'avais dit, Christine Grappin, dans Chirurgie digestive de l'enfant, un ouvrage qui date des années 1990, Christine Grappin a décrit plusieurs cas d'enfants présentant des tableaux chroniques de vomissements, de douleurs abdominales et de malabsorption résistants au régime diététique et aux consultations de psychosomaticiens et des psychiatres. Dans tous ces cas, le diagnostic fut établi par le repas Barité et les patients traités par la procédure de l'AD. OB et collaborateurs ont rapporté le cas d'une fille de 14 ans qui avait souffert toute sa vie de douleurs abdominales chroniques pour lesquelles les diagnostics de maladie cœliaque, de fibromyalgie, de dépression ont été posés à tort,
jusqu'à ce qu'un dernier épisode particulièrement sévère ait commandé une IRM et un lavement barité qui ont établi le diagnostic d'un côlon hypermobile sur malrotation intestinale confirmé par la laparoscopie. Là, je viens de citer Grappin et... Maintenant, Moifo, Plour, Koulibaly, etc., Boudi ont rapporté chacun un cas diagnostiqué chez le grand enfant ou chez l'adulte. Bastien Hack, en 2014, a rapporté le cas d'un homme de 85 ans avec une histoire de syndrome abdominal non spécifique depuis environ 20 ans qui s'est présenté aux urgences pour douleurs soudaines au milieu de l'abdomen. La laparotomie en urgence a montré une rotation horaire de 360 degrés du grêle autour du pédicule mésentérique supérieur. Alors justement, je dois vous rappeler que quand la malrotation se fait, parce que la rotation normale se fait dans le sens anti-horaire, le volvulus se fait dans le sens horaire. Donc, Amani, Amina, Aloui et collaborateurs ont également décrit un cas de volvulus du grêle sur mésentère commun incomplet chez un adulte. Dernièrement, j'ai reçu, quand je dis dernièrement, il y a peut-être plusieurs mois, une dame de 40 et quelques années qui traîne depuis 20 ans un syndrome pareil. Forte douleur à type de crampe, vomissement, ballonnement épigastrique. Je lui ai demandé de faire l'imagerie, elle a disparu, elle n'est plus revenue. Maintenant, je voulais justement illustrer cette présentation avec quelques cas qui ont été opérés à l'hôpital Lumière de Bonnefay pendant que j'y étais entre juin 1996 et décembre 1997. Une dizaine de cas, dont un adulte. Alors, l'adulte a été un cas de découverte post-opératoire et péropératoire pour un cas d'occlusion et post-opératoire à l'occasion d'une laparotomie pour autre chose. Maintenant, les 9 enfants, leur âge allait de 7 mois à 15 ans et la durée de la symptomatologie allait jusqu'à 7 ans, en moyenne 19 mois, depuis qu'ils avaient ce syndrome. Donc, pour 9 cas sur 10, le diagnostic a été évoqué en clinique externe de médecine ou de pédiatrie, puis confirmé par la radiologie et la laparotomie. Là, je fais remarquer qu'en général, ce diagnostic, il a besoin d'être, en général, il est évoqué par les pédiatres, par les internistes, par les gastro-entérologues. C'est rarement des cas qui vont venir trouver le chirurgien en premier. Et dans les cas qu'on a opérés à Bonnefay, le premier cas a été diagnostiqué par un endocrinologue qui travaille à Bonnefay, un endocrinologue américain. Mais en général, tous ces cas ont été diagnostiqués en pédiatrie ou en médecine. Le 10e cas, j'ai dit c'était un homme de 50 ans qui avait été opéré pour un éclatement traumatique du rein. Et puis, dans le post-opératoire, il a développé un tableau d'occlusion. Et quand on a ouvert, c'était un volvulus et sur malrotation intestinale. Les 9 enfants de la série avaient en général fait l'objet de plusieurs consultations, subi diverses épreuves diagnostiques et plusieurs traitements, notamment antiparasitaires sans succès. Okay. Voilà. Et à Port-au-Prince, j'ai eu à opérer avec d'autres confrères un garçon de 9 ans qui avait entre autres aussi un diagnostic de maladie de Hirschsprung. Mais en plus de son Hirschsprung, qui était bien évident pour lavement barité et aux biopsies rectales et coliques, il avait une histoire de vomissement épisodique jaunâtre, de coliques abdominales avec voussure épigastrique intermittente qui ne collait pas du tout avec son diagnostic de Hirschsprung. Et le repas barité a confirmé la malrotation du grêle. Donc, on a dû l'opérer d'abord pour cette malrotation et en même temps, on a fait une colostomie pour le Hirschsprung et puis après, on a fait la suite du traitement pour la suite. Alors, ça, c'était pour les défis cliniques. Maintenant, les défis radiologiques. OK. Et maintenant, en cas de si
au moment du syndrome occlusif, un ASP peut montrer des niveaux hydroaériques de type grélique, c'est-à-dire horizontaux au centre de l'abdomen, mais qui ne sont pas spécifiques de malrotation. On le retrouve dans tous les cas d'occlusion du grêle. Le lavement barité fait suspecter le diagnostic avec un chécome replacé, mais ne le confirme pas. Pourquoi? Normalement, et dans un arrêt à 180 degrés, le chécome est replacé. Mais étant donné que le chécome peut, même si la rotation a été complète, le chécome peut rester mobile, parfois la mobilité du chécome l'amène et au niveau de l'hypochondre droit sans qu'il y ait d'anomalie de rotation. Donc, par contre, si le chécome est à sa place, si on fait un lavement barité et que le chécome est bien à sa place à la fosse iliaque droite, c'est qu'on n'a pas un type 1 de gauche. Le repas barité reste l'examen de référence et puis on va voir ce que l'écho Doppler et le scanner ont apporté de plus au diagnostic. Voilà, le repas barité reste l'examen de référence. Quelles sont les trouvailles? On va les voir sur les schémas. Mais au moment du volvulus, on va noter une stase gastrique et duodénale. On va voir la spire de torsion qui se présente comme une queue de cochon ou bien un bec de flûte, mais à droite du rachis. On a un passage tardif du produit du contraste. Ça, c'est au moment du volvulus. Mais en dehors du volvulus, le produit de contraste étant passé, il va opacifier un cadre duodénal qui n'est pas formé. Enfin, on n'a pas de cadre duodénal. Parce que le duodénal va être en continuité avec le jéjunum. Donc, ce qu'on a comme angle duodéno-jéjunal n'est pas vraiment formé. Et on va dire la jonction duodéno-jéjunale, la première angle, c'est pratiquement tout le grêle est à droite de la ligne médiane. Et c'est ça qui signe le diagnostic. Chez le nouveau-né, on aurait fait le repas barité tiède, c'est ce qu'on aurait vu également, soit au moment du volvulus ou bien en dehors du volvulus. Et on va voir, les trouvailles seront celles qu'on vient de décrire. Là, je vous montre quelques images des cas de l'hôpital Lumière. L'image n'est peut-être pas très claire, j'ai fait une photo des X-rays que j'avais. Là, on voit la stase gastrique et puis la queue de cochon. Là, on voit le produit de contraste commence à passer et on voit il y a un certain degré de stase duodénale et on voit le passage ici et puis on voit la première anse grêle qui est à droite de la ligne médiane en continuité avec le duodénum. On reconnaît l'anse grêle là grâce aux valvules connivantes. OK. Là, on a une stase gastrique avec la spire de torsion en bec de flûte. Là, on a tout le grêle opacifié qui est à droite de la ligne médiane. Maintenant, ça, c'est pour la radiographie et le repas barité, qui reste l'examen de référence. Maintenant, tout récemment, Ploa et d'autres collaborateurs ont montré l'intérêt de l'échographie couplée au Doppler couleur pour le diagnostic de malrotation intestinale. Qu'est-ce qu'ils trouvent à l'écho Doppler couleur? Il y a une masse hyper échogène qui présente des tours de spire correspondant aux anses volvulées. Et ça va donner ce qu'on appelle le signe du tourbillon, ou whirlpool sign pour les anglo-saxons, qui est réalisé par des boucles des anses et de la veine mésentérique supérieure autour de l'artère mésentérique supérieure. Normalement, l'artère mésentérique supérieure est à gauche de la veine, mais là, on va voir sur les images, l'artère est à droite de la veine qui s'est enroulée autour d'elle. Donc, ces vaisseaux mésentériques se retrouvent au centre des anses enroulées avec lesquelles elles se sont volvulées. Selon ces auteurs, l'écho-Doppler serait supérieur au repas barité parce qu'il est moins invasif, plus facile, peut-être moins coûteux que le repas barité, mais il est opérateur dépendant et pour certains auteurs, il n'est pas tout le temps ni spécifique ni totalement prédictif. Voilà le signe du tourbillon. Vous voyez la veine en bleu qui tourne autour de l'artère et ces bandes tissulaires arrondies, ce sont les anses qui s'enroulent autour du pédicule mésentérique supérieur. Ça donne le signe du tourbillon.
donc, qui a été décrit pour la première fois par Fischer, qui évoque donc le signe du tourbillon évoque l'existence d'une occlusion organique par volvulus, quel que soit le type de volvulus, pas seulement sur malrotation. Donc, dès qu'il y a volvulus, donc on a cette masse tissulaire ronde et composée de bandes graisseuses et tissulaires qui s'enroulent autour des vaisseaux. Pour aller, la tomodensitométrie montre mieux la vrille du mésentère en avant de l'aorte et au niveau de l'artère mésentérique supérieure, autour de laquelle viennent s'enrouler la veine mésentérique supérieure et le jéjunum proximal qui réalise le signe du tourbillon. Mais c'est un examen beaucoup plus invasif et plus coûteux que le repas barité et le Doppler. Alors, au scanner, il y a 3 signes essentiels qu'on va rechercher. Il y a l'absence de D3, puisque normalement, nous savons que le 3e duodénum est dans la pince aortomésentérique avec l'aorte en arrière et l'artère mésentérique en avant. Mais là, il n'y a pas de D3 puisque le cadre duodénal n'est pas formé. Donc, au scanner, il n'y a pas de D3. On va voir le signe du tourbillon, on l'a déjà dit, et qui est la même chose qu'on vient de décrire pour l'écho. Et puis, il y a aussi le signe du tire-bouchon, qui est l'enroulement des veines du mésentère. Ce sont les branches de la veine mésentérique, des premières hanches jéjunales, qui tournent autour de l'axe artériel mésentérique supérieur. Je n'ai pas pu trouver une image pour vous montrer le signe du tire-bouchon, mais au scanner, on va trouver ce signe du tire-bouchon. Là, c'est une vue frontale, une coupe coronale du scanner qui montre ici le signe du tourbillon. C'est le chécom là, l'appendice, la lumière du grêle avec les os qui sont enroulés. Et puis, voici le signe du tourbillon ici. On le voit mieux encore sur cette coupe de scanner. On montre le signe du tourbillon. Maintenant, une fois le diagnostic posé, bon, c'est un volvulus chronique sur malrotation, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé tout son temps à vomir, etc. Il faut faire un bilan complet et pour l'équilibre hydroélectrolytique, voir si le patient n'est pas dénutri. OK, donc on a le temps de bien le préparer pour l'intervention. Ce n'est pas comme dans le cas de volvulus aigu. Maintenant, l'intervention va se réaliser. En général, on va faire une laparotomie médiane à cheval sur l'ombilic. Ce qui est important pour le chirurgien, c'est de savoir reconnaître l'anomalie. Il est conseillé de ne pas se précipiter, une fois qu'on a ouvert le ventre, de ne pas se précipiter, d'extérioriser la masse intestinale avant de bien examiner la lésion pour bien la comprendre. Un volvulus de tout le grêle est évident. Il se fait toujours dans le sens horaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher? Si le volvulus a été défait au moment où on opère, on va avoir un angle duodénogéjunal peu marqué. La première anse grêle et tout le grêle qui est placé à droite de la ligne médiane. On va observer une base mésentérique étroite, courte, c'est-à-dire les 2 pieds de lance qui sont accolés. Et puis, on va noter la position haute du chécom sous le foie qui est associée au bride de l'âne qui croise la face antérieure du duodénum. C'est ça les trouvailles qu'on va faire chirurgicalement. Et quelle est la technique pour opérer? Ce sont des gestes assez simples. On appelle, et c'est la procédure dite de l'AD, qui est la technique chirurgicale consacrée. Donc, quels sont les temps? Si le volvulus est présent, on va le réduire dans le sens anti-horaire et on va liser les brides qui précroisent le duodénum, les brides de l'AD, puis on va liser les brides qui relient les 2 pieds de lance, et puis on va mettre l'intestin en position dite de mésentère commun complet. Vous vous rappelez, donc on va rétrograder la rotation. De toute façon, on ne peut pas continuer la rotation. Tout ce qu'on peut faire, c'est revenir à la position avant, à la rotation de 90 degrés. Ce qui va permettre de positionner tout le grêle à droite et tout le côlon à gauche avec le chécom dans la fosse iliaque gauche. Et bien entendu, ça va se terminer par une appendicectomie de principe. Ce sont les mêmes gestes qu'on va faire chez l'enfant dans le cas du volvulus aigu, sauf que chez l'enfant, comme je l'ai dit, il y a d'autres préoccupations à savoir est-ce qu'il y a nécrose, et puis on va chercher s'il n'y a pas d'autres lésions, etc.
que théoriquement, on ne va plus retrouver chez l'adulte, mais encore, si c'était le cas, il y aurait d'autres signes d'alerte. Et autrefois, on faisait des gestes de fixation une fois qu'on avait mis l'intestin mésentère commun complet, mais ces fixations sont inutiles et dangereuses pour la plupart des auteurs. Donc, il ne faut pas le faire. Les suites opératoires sont en général simples. Quelques cas de récidive ont été décrits dans 2 à 3% des cas. Voilà. Et je vais, excusez-moi de revenir juste sur un schéma pour vous montrer ce qu'on fait. Voilà. Vous voyez, quand on opère, on trouve la situation suivante. Donc, il faut défaire cette situation pour retourner ici. OK? Donc, on sort de mésentère commun incomplet pour aller à mésentère commun complet. C'est ça le traitement de l'anomalie. OK? Donc, là, je reviens sur... Et voilà. Donc là, schématiquement, on vous montre, voici les brides de l'AD qu'on va sectionner pour libérer la face antérieure du duodénum. Ensuite, voici les brides qui relient les 2 pieds de lance. On les libère. Et une fois qu'on a libéré ces brides, donc le chécom commence à être libéré, on libère les brides qui sont entre les 2 pieds de lance. Maintenant, le chécom devient libre, on va l'abaisser. Voilà. Donc, voici l'aspect de l'intestin en fin d'intervention. Tout le grêle se retrouve à droite et tout le côlon à gauche. Et puis, on a pratiqué une appendicectomie. Voilà. Maintenant, que faire des anomalies de rotation découvertes à l'occasion de l'aparotomie pratiquée pour d'autres indications? Chez le nouveau-né, il est conseillé de traiter l'anomalie dans le même temps opératoire, parce que tellement les risques de volvulus aigu sont grands. Dans les autres cas, il faut savoir reconnaître et traiter les types pathogènes, c'est-à-dire évaluer le risque de volvulus sur une base mésentérique étroite et respecter ceux qui ne le sont pas. Il faut toujours mettre en balance le risque de créer des brides post-opératoires avec celui d'une bride congénitale. Certains auteurs proposent une intervention systématique dès qu'on a un type 1 de GROB afin d'écarter le risque d'un volvulus total. Comme je vous ai dit, il y a eu au moins une centaine de cas d'adultes et une centaine de cas de volvulus aigus qui ont été décrits chez l'adulte. Donc, on ne sait pas quand ça va survenir. Donc, dans ce cas, certains auteurs préconisent de traiter l'anomalie carrément. Alors, je suis censée avoir terminé. Je rappelle les messages clés. D'abord, des messages clés généraux. Les messages clés généraux, je dirais, une anomalie congénitale non évidente à la naissance peut être découverte chez le grand enfant ou chez l'adulte. Donc, parfois, si on n'y pense pas, on ne va pas vraiment le chercher. On ne va pas vraiment les chercher. Par exemple, on a vu ça l'année dernière dans la conférence sur les malformations congénitales et l'infection urinaire chez l'enfant. Un enfant qui présente des infections urinaires à répétition, parfois c'est une anomalie de l'arbre urinaire. Pour le tube digestif, il y a ces vomissements, il y a des cas de constipation chronique, et puis l'appareil respiratoire, des cas de toux chronique, etc. Donc, c'est au niveau de ces appareils qu'on trouve surtout ces anomalies, mais on peut en trouver d'autres. Donc, il faut retenir qu'une anomalie congénitale qui n'est pas évidente à la naissance peut être découverte chez le grand enfant ou chez l'adulte. Donc, devant une symptomatologie bizarre, récidivante, chronique, remontant à l'enfance et qui ne fait pas rapidement la preuve d'une autre étiologie, en plus des problèmes psychosomatiques, parasitoses ou autres, il faut penser à éliminer une anomalie congénitale. De façon plus spécifique pour le diagnostic de volvulus chronique sur malrotation, les messages sont les suivants. Le diagnostic de volvulus chronique sur malrotation intestinale peut facilement être ignoré s'il n'est pas recherché de parti pris. Donc, il faut savoir évoquer une cause organique devant la sévérité, le caractère ancien et la récurrence de douleurs abdominales chroniques. Il ne faut pas oublier que les vomissements bilieux signent en général une occlusion intestinale jusqu'à preuve du contraire. Et l'imagerie pour le diagnostic de volvulus chronique, le repas barité reste l'examen standard et l'échodoppler
couleur et le scanner peuvent montrer le signe du tourbillon qui est pathognomonique de la lésion. La sanction chirurgicale, c'est la procédure de l'AD qui met l'intestin en position de mésentère commun complet, assorti d'une appendicectomie de principe. Donc, il faut savoir où connaître la lésion devant un ventre ouvert ou une autre indication et décider de l'indication de la corriger ou non, respecter les anomalies non pathogènes, corriger les autres. Donc, certains auteurs recommandent de demander un écho-doppler devant tout syndrome de douleur abdominale chronique et récidivante qui ne fait pas rapidement la preuve d'une autre étiologie, à confirmer si nécessaire par le repas barité ou bien demander d'emblée le repas barité. Donc, c'est vrai que parfois, on peut trouver ce qu'on ne cherche pas, mais le syndrome de volvulus sur malrotation intestinale, c'est l'une des situations qui permet de confirmer l'adage qui dit qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Derivoire, pour cette très belle présentation. Je dirais menée de main de maître avec la précision qu'on lui connaît de chirurgien. Et je vais tout de suite passer le micro à nos deux invités. D'abord, nous avons le docteur Philippe Rousseau qui va intervenir en premier à titre de chirurgien pédiatrique. Et après, on aura une intervention de Dr. Gina Joachim à titre de radiologue. Donc, Dr. Rousseau, si vous voulez intervenir. Je remercie le forum et ses membres à m'avoir invité à participer à cette conférence à titre de commentaire. Je remercie aussi le docteur Derivoire pour cette excellente présentation, très exhaustive sur le sujet. Et à titre de commentaire, ce seront surtout des éléments de renforcement par rapport à ce qu'elle a déjà formulé et qui vont faire un rappel sur certains aspects de la pathologie et de sa prise en charge. En fait, effectivement, si cette pathologie de la malrotation intestinale est connue pour être spécifique à la période néonatale et aux nourrissons, parce qu'en fait, la grande majorité des cas va se retrouver avant un an, quoiqu'il y ait des séries dans la littérature qui parlent de plus de 42% qui se retrouvent après un an, mais dans la plupart des études, on les recense avant l'âge d'un an. Et c'est à cette période de vie, d'ailleurs, que la découverte de la pathologie et son traitement, le plus souvent, vont être faites. Mais les découvertes tardives, comme l'a si bien démontré le docteur Derivoire, font l'objet de beaucoup d'hésitations et d'errements diagnostiques, voire d'insuffisance diagnostique tout simplement, et aboutissant malheureusement des fois, comme le possible exemple qu'elle a évoqué, des fois pouvant même aboutir à des décès. Et ce sont souvent les découvertes de cette situation-là, des découvertes post-mortem. Alors, juste une petite remarque pour l'embryologie, et ceci particulièrement pour les chirurgiens qui nous écoutent. Et s'il est vrai que la classification de Gros est très fixe, il faut bien comprendre que le processus embryologique est un processus dynamique et que l'arrêt de la rotation peut se voir et suivant le spectre de 0 à 180 degrés. Là, à 90 degrés, c'est déjà le cas du mésentère commun à 90 degrés qui ne pose pas de grosse préoccupation. Mais déjà, entre 90 et 180 degrés, à 180 degrés, ça devient la situation où le mésentère est le plus court, est le plus étroit avec le reste de volvulus maximal. Mais on peut comprendre qu'entre eux, dans cet intervalle-là, on peut avoir justement des situations faisant que l'arrêt de la malrotation peut fournir un ensemble de positionnements et surtout de survenue d'adhésion intestinale pouvant plus ou moins rendre la situation complexe, voire surtout en ce qui concerne la présentation chronique en termes de présentation avec cette symptomatologie très large et variée, voire non spécifique, qui a été si bien décrite par le docteur Derivoire. Et à ce titre, cet aspect polymorphique de la présentation clinique doit être l'élément clé qui doit pouvoir retenir l'attention du clinicien, qu'il s'agisse du pédiatre,
de l'interniste, du gastro-entérologue, voire tout simplement du chirurgien. Et en fait, ce spectre symptomatologique, le docteur Derivoire a très bien parlé des vomissements, de la nausée, mais c'est décrit aussi dans le grand âge la situation d'avoir une diarrhée intermittente, d'avoir des hématochésies et à l'inverse, une constipation ou tout simplement des troubles nutritionnels, qu'il s'agisse du retard de croissance, et de perte de poids et les vomissements qui peuvent être bilieux ou non bilieux. Et les ballonnements vont souvent aussi être un élément tout à fait dominant dans la présentation clinique de cette malrotation chronique. On a parlé aussi de satiété précoce aussi qui peuvent se voir. Quoi qu'il en soit, au niveau du diagnostic, je pense que cette variété, cette chronicité des symptômes doit être un élément clé qui doit retenir l'attention du clinicien pour qu'il arrive très tôt dans son évaluation du patient à poser l'indication des examens d'imagerie nécessaires. Il ne s'agit plus dans cette situation d'errer dans des traitements infinis et répétés antiparasitaires, voire psychologiques ou psychiatriques, comme on en a fait le rappel tout à l'heure, mais plutôt d'aller d'emblée à des examens d'imagerie qui ont l'avantage à l'heure actuelle par le développement des technologies d'imagerie, justement, et je fais ici référence à l'échographie, qui, justement, par le développement de cette technologie d'imagerie, peut permettre, avec un maximum d'efficience, une innocuité, que ce soit une innocuité en termes d'irradiation, que ce soit une innocuité en termes de risque d'aspiration, parce que je reviens à la particularité de chez nous et il faut encore retenir cette réalité que les transiosogastrogénéraux ne peuvent pas être faits de façon, on va dire, formelle et idéale encore chez nous. Je laisse au docteur Joachim qui va intervenir après le soin de s'étendre là-dessus. Mais le manque de fluoroscopie fait qu'on peut avoir certaines limitations de ce côté. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des centres de radiologie qui peuvent disposer de la fluoroscopie, mais qui ne sont pas, et ce n'est pas la règle au niveau de tous les cabinets de radiologie, malheureusement ici à Port-au-Prince et en Haïti. Donc, ce qui veut dire qu'il y a certaines limitations qui peuvent être posées par rapport aux transiosogastrogénérales, mais ici, l'échographie doit pouvoir disposer d'une place, je dirais, capitale, sinon préférentielle, par l'innocuité de la réalisation de cet examen, sa facilité d'accès. Évidemment, comme l'a si bien souligné le docteur Derivoire, c'est un examen opérateur dépendant et le tout, c'est d'avoir quand même des sonographistes qui développent suffisamment de savoir-faire pour pouvoir identifier convenablement cette pathologie, et ceci aidé par l'orientation du clinicien qui, s'il pense à la pathologie, doit pouvoir éclairer et orienter le radiologue dans la réalisation de ces examens. Donc, encore pour revenir à cet examen et à ces examens paracliniques, j'accordais effectivement, comme l'a signalé le docteur Derivoire, la première place et la place prépondérante à l'échographie Doppler. Et s'il y a un doute sur cet examen, parce qu'il peut être suffisamment spécifique pour induire une indication chirurgicale, s'il y a des doutes, passez à ce moment à la tomographie, au CT scan ou tout simplement au TOGD. Mais je pense que le CT scan resterait l'élément le plus favorable de ce côté-là en termes de précision diagnostique s'il s'agit de confirmer un examen échographique. Enfin, au niveau du traitement, si j'ai quelques petites remarques à ajouter, en dehors du repositionnement de l'intestin mésentère commun à 90 degrés, qu'a signalé le docteur Derivoire, et elle nous dira dans ses interventions pendant la discussion si c'est le cas aussi pour elle.
j'ai souvent réalisé les appendicectomies obligatoires. On ne cessera jamais de le dire dans le repositionnement en mésentère commun. J'ai souvent réalisé ces appendicectomies par invagination, qui est une technique pour pouvoir permettre la réalisation de ces appendicectomies et sans avoir donc à ouvrir la lumière appendiculaire et procéder à cette appendicectomie par invagination de l'appendice dans le chécom. C'est souvent, bon, ça a été fait souvent chez le nouveau-né, mais de toute évidence, s'il s'agit d'un adulte ou d'un très grand enfant, l'appendicectomie faite de façon habituelle et conventionnelle reste aussi une approche. Juste 2 mots à dire dans le traitement par rapport à la laparoscopie qui a gagné du terrain ces dernières années, et particulièrement chez les nourrissons en termes de traitement de la malrotation intestinale et particulièrement dans la liste des buts de l'AD et la transformation en mésentère commun complet à 90 degrés. Et elle ne fait pas encore l'unanimité et s'il existe encore des tenants de cette approche thérapeutique, et il existe un taux de conversion qui n'est pas négligeable dans certaines équipes. Et je dirais que moi, jusqu'à date, je n'en ai absolument pas fait pour ce type de procédure. Mais je pense que c'est une voie sur laquelle il faut pouvoir se pencher et au fur et à mesure que se développeront les accès de la laparoscopie dans les traitements chirurgicaux des enfants. Et ici, je ne sais pas si déjà il y a une expérience de laparoscopie pédiatrique pour ce type de procédure en Haïti. Donc, à titre de recommandation, je dirais qu'il faut pouvoir, dans cette pathologie, particulièrement celle du volvulus de découverte tardive, du volvulus chronique, et sur un mésentère commun ou sur une malrotation intestinale, c'est de pouvoir développer une acuité clinique plus fine par un interrogatoire minutieux qui va pouvoir établir précisément la longévité des symptômes et des signes. Déjà, je pense que c'est un élément extrêmement important et qui est accessible à tout le monde et pour ainsi ne pas être tenté de verser dans des traitements ou des essais thérapeutiques, qu'ils soient d'ordre antiparasitaire, voire comme on a dit tantôt, d'ordre psychologique ou psychiatrique. Maintenant, il faut pouvoir donner à l'imagerie sa place avec une orientation très claire faite au radiologue sur les éléments diagnostiques que l'on recherche et les vocations diagnostiques à laquelle on pense pour pouvoir mieux orienter sa recherche, particulièrement avec un examen comme l'échographie Doppler, qui pour moi devrait être un élément prépondérant, sinon initial, dans les investigations d'imagerie dans ce type de pathologie. Je vous remercie et encore une fois pour m'avoir permis de participer à cette présentation. Merci. Merci, Dr. Rousseau. Donc, pour votre intervention, nous allons tout de suite passer le micro à Dr. Joachim, qui peut ouvrir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je remercie d'abord le docteur Derivoire qui m'avait fait l'invitation de participer à sa présentation et de venir discuter pour l'imagerie médicale. Et actuellement, si avant on considérait les radiologues comme des éléments de second ordre, eh bien maintenant nous sommes devenus des éléments primordiaux car les diagnostics ne peuvent plus se faire sans l'aide des radiologues. Et dans le cadre de cette présentation, d'ailleurs, quand j'ai entendu parler de Dr. Derivoire, et elle a presque tout dit en ce qui concerne l'imagerie. Donc, je ne vais qu'appuyer ce qu'elle a dit précédemment et vous donner un petit peu le cheminement qui devrait se faire dans le cas d'une suspicion, je dis, de volvulus sur malrotation. Et au départ, lorsqu'il n'y avait pas encore les techniques très avancées en imagerie médicale, toutes les fois qu'un enfant ou bien un adulte se présentait à nous avec des épisodes de vomissement,
arrêt des matières et des gaz. Donc, on demandait, n'est-ce pas, un ASP. Donc, l'ASP restait et reste encore et demeure l'élément, n'est-ce pas, de base dans le cas de suspicion de tout clinique portant à une occlusion, parce que le volvulus est une occlusion. Donc, l'ASP va vous donner quoi en général? L'ASP nous donne toujours des niveaux hydroaériques. Cependant, dans le volvulus, on peut avoir, n'est-ce pas, soit une seule image aérique ou deux images aériques le plus souvent, ce que nous avons dans la crise du duodénum. Et on peut aussi avoir les images, n'est-ce pas, de dilatation grélique avec niveau aérique et plus haute que l'âge. Cependant, devant ces tableaux d'occlusion sur un ASP, on ne peut pas toujours avoir un diagnostic précis. Et souvent, ce n'est que pendant l'intervention chirurgicale, comme a dit avant moi et le docteur Derivois, qu'on arrive à faire le diagnostic de cette pathologie. Car ce n'est pas souvent que l'ASP vous donne le diagnostic précis de volvulus avant une intervention. Maintenant, cet ASP peut être complété, était complété avant le plus souvent par une série gastro-duodénale. Là encore, la série gastro-duodénale a ses limites. Car si nous avons une sténose très serrée et qu'on n'arrive pas à traverser pour voir qu'il y a une malrotation, donc à ce moment-là, on peut passer à côté, n'est-ce pas, du diagnostic. Cependant, le repas barité permet à plusieurs égards de faire ce diagnostic avec l'imagerie. Mais cependant, comme je dis, il y a quand même des moments où le diagnostic peut échouer avec le repas barité. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'endroit où se situe la sténose. L'avant barité ne donne pas souvent le diagnostic, n'est-ce pas, et de cette malrotation qui a engendré un volvulus. Maintenant, le gold standard de cette pathologie reste et demeure l'ASP, l'échographie et la tomodensitométrie. Cependant, l'échographie, malheureusement, reste un examen opérateur dépendant. L'échographie, elle donne de bons résultats. Cependant, l'échographie reste et demeure un examen opérateur dépendant. L'opérateur doit, avec les renseignements cliniques fournis, savoir quoi rechercher, et même en sachant quoi rechercher, l'opérateur doit pouvoir reconnaître et interpréter les images qui lui permettent de dire que cette pathologie, que ces images correspondent à cette pathologie. Car un opérateur qui ne sait pas, par exemple, on peut déjà, sans le Doppler, faire le diagnostic de cette pathologie. Et comment? En faisant l'échographie, vous pouvez avoir des images tubulées liquidiennes qui sont en spirale, qui représentent le bulbe qui est dilaté avec une paroi épaisse, et au voisinage de ce bulbe duodénal dilaté, il faut reconnaître la veine mésentérique supérieure qui, elle aussi, doit être dilatée. Donc, l'opérateur qui ne fait pas la différence, qui n'arrive pas à reconnaître cette image tubulée liquidienne qui est enroulée en spirale avec cette veine mésentérique, même si l'opérateur voit l'image, ne pourra pas donner le diagnostic. Donc, comme a dit le docteur Rousseau, il faut vraiment qu'il y ait des opérateurs entraînés, sachant quoi chercher et comment chercher. Et maintenant, cet examen en mode B
peut être couplé, n'est-ce pas, au Doppler, et on va avoir ces mêmes images de Kidienne qui sont décrites avec la veine mésentérique supérieure, où maintenant vous aurez les images, n'est-ce pas, du Doppler qui vont constituer un signe, c'est le signe, n'est-ce pas, du tourbillon. Donc, vous verrez comment va se manifester la couleur à travers ces deux images, qui permettra encore de faire le diagnostic, n'est-ce pas, de cet examen. Et donc, l'échographie est une bonne méthode, mais l'échographie aussi a ses limites. L'échographie est opérateur dépendant. Et si vous avez quelqu'un qui est obèse et qui n'est pas échogène, donc à ce moment-là, on peut encore passer à côté du diagnostic. Maintenant, l'examen vraiment, le gold standard de cette pathologie reste et demeure maintenant le scanner. Le scanner va nous donner la distension aérique en avant, n'est-ce pas, d'une image en tourbillon que le docteur Derivoire a très bien écrit. Cette image de tourbillon, elle se manifeste comme quand vous prenez une pierre, vous la lâchez dans l'eau et vous voyez les tourbillons que font l'eau. Eh bien, c'est exactement cette même image que vous aurez au scanner en aval de la dilatation, n'est-ce pas, du grêle. C'est une image pathognomonique, donc on la voit, on ne peut pas la rater. Cependant, si dans les renseignements cliniques, on n'attire pas l'attention du radiologue, le radiologue peut voir cette image et aussi passer à côté du diagnostic. Car ce n'est pas un diagnostic facile, ce n'est parce que c'est une pathologie qui est rare, ce n'est pas une pathologie qui court les rues. Donc, à ce moment-là, on peut passer à côté. On peut aussi avoir, alors je reprends pour le repas Barreté, dans le repas Barreté, on peut aussi avoir, en premier lieu, on a une dilatation du duodénum, le deuxième duodénum, qui est épaissi. Vous voyez bien que les plis sont épaissis. On a une malposition de langue de traite qui va se mettre à droite du pédicule gauche de L1. Ça sont leçons que je m'apprends pas, que je m'apprends citer, parce que je n'ai pas encore vu l'image. Et après, vous aurez donc les spires qu'on appelle les images, n'est-ce pas, en tourbillon. Donc, l'image en tourbillon se voit et à l'échographie. L'image en tourbillon peut se voir et au repas Barreté, et l'image en tourbillon se voit à 100% au scanner. Donc, vraiment, le diagnostic du volvulus chronique actuellement peut se faire avec le scanner et que la personne soit obèse, que la personne soit mince, le scanner nous permet de faire un bon diagnostic. En même temps, on va rechercher la position du chécome, si elle va être en préduodénal et où est-ce qu'il se situe. Donc, ce sont encore d'autres signes, en plus, n'est-ce pas, du signe du tourbillon, qui vont aider à faire le diagnostic à l'imagerie du volvulus sur malrotation. Ce n'est pas une pathologie. J'ai vu ça, je crois, une seule fois dans ma pratique. Une seule fois. Chez les enfants, oui. Mais en réalité, chez les enfants, on n'arrive pas à toutes ces imageries parce qu'on demande d'opérer tout de suite. Et je me rappelle, il y avait un enfant qui avait un volvulus et je ne me rappelle pas si c'était sur une malrotation. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'Internet. Du côté du chat, on a des interventions, des réactions et au moins une question. Mais je vois aussi qu'il y a une main levée de Marie Caneline. Est-ce que Marie Caneline a une question à poser? Oui.
Bon, je suis Maïkanine Brice, Jean-Baptiste, je suis professeur à l'ENIP. Ce qui m'a retenu l'attention et que je n'ai pas pu trouver une réponse vraiment, je vais demander au docteur Desvois, est-ce qu'on peut considérer le volvulus à part une anomalie congénitale aussi comme une maladie acquise? Est-ce que ça peut être une maladie acquise? Okay. Je peux répondre? Docteur Derivois? Oui. Alors, dans la présentation, on a parlé de volvulus sur malrotation. Certainement, il y a des cas de volvulus qui ne sont pas sur malrotation. Par exemple, on a je prends un exemple assez courant, il y a le volvulus du sigmoïde. Quand on a une lance du sigmoïde trop longue, là encore, il y a 2 pieds de lance sigmoïde qui sont très proches l'une de l'autre. Ça peut donner un volvulus, mais ce n'est pas une malrotation. La rotation complète a eu lieu. On peut également avoir un volvulus sur bride. Par exemple, quelqu'un qui a été opéré et puis qui présente des brides cicatricielles dans l'abdomen, et les brides peuvent donner lieu à un volvulus aussi. Donc, le volvulus n'est pas que sur malrotation, et c'est pour ça que dans l'imagerie dont on a parlé, que ce soit le scanner ou l'échodoppler, le signe du tourbillon, c'est un signe pathognomonique de volvulus, quelle que soit la cause du volvulus. OK, merci, docteur Derivois. Il y a autre chose aussi. Et un post-op, pas nécessaire que le patient ait une colostomie. Je n'ai pas entendu la question. Non, pas nécessaire pour une colostomie après l'opération. Est-ce qu'il y a de la place pour une colostomie? Oui, oui. Bon, en général, pour les après la récupération. Pour les cas de volvulus chroniques, et en général, il n'y a pas de résection, il n'y a pas de nécrose, donc il n'y a pas de résection. En cas de volvulus aigu, et que ce soit chez le nouveau-né ou ailleurs, on peut, à cause de la souffrance vasculaire, il y a des risques de nécrose, mais de nécrose du grêle. Donc, parfois, on peut avoir, dépendamment de l'état de l'enfant, on peut réséquer le grêle et faire l'anastomose tout de suite, mais parfois, il y a des... Et selon la situation de l'enfant, on peut ne pas pouvoir faire l'anastomose tout de suite. Dans ce cas, on va faire une iléostomie, pas une colonostomie, pas une colostomie, parce que le colon n'est pas impliqué dans ce cas. OK, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. OK. Merci, docteur Derivois. D'accord. Merci, docteur Derivois. Il y a quelques réactions. Il y a au moins 2 questions déjà. Alors, de docteur Rochelin, merci, docteur Derivois, pour cette présentation très claire et instructive. De la promotion Fritz et Guillaume Sam, très belle et magistrale présentation. De Daniela Myriam, merci, docteur Derivois, pour cette excellente présentation. Madame Mona Prismi, superbe présentation. Toutes mes félicitations, docteur Derivois. Et Ansio Dorcelus qui dit merci, docteur Derivois. De Yvio Fonfon, brillante présentation. Merci, docteur Derivois. Excellente présentation. Bon, là, je ne sais pas qui c'est. Et merci. Et on passe à la première question. Il y a Corina Jean-Baptiste. Bonsoir à tout le monde. Je suis édifié par cette présentation, surtout qu'il s'agit d'une impression diagnostique passant souvent inaperçue due à la pauvreté de spécificité clinique. Toutefois, j'aurais aimé savoir quels sont les pronostics après la procédure de l'AD et s'il existe des recommandations concernant l'alimentation du patient et son mode de vie après cette intervention. Merci déjà, docteur Derivois. Et je crois que la question, il y a 2 aspects, le pronostic après la procédure. Oui. OK. Donc, comme on l'a dit dans la présentation, le pronostic est en général bon, mais sauf que la littérature décrit quelques cas de récidive. Je ne sais pas qu'en pense le docteur Rousseau, il va peut-être nous dire ce qu'il en pense, mais il y a 2 ou 3% de récidive, mais qu'on réopère. Par contre, il n'y a pas un élément pronostic particulier
par rapport aux autres types de laparotomie. Ce que je veux dire, puisqu'il s'agit de laparotomie, on peut avoir dans le temps des occlusions sur bride, etc. Et dans les cas qu'on a opéré à bonne fin, la dizaine de cas, on a eu à déplorer 2 cas d'invagination intestinale post-opératoire qu'on a dû réopérer. Ensuite, il y a, je dois dire aussi qu'il y a un cas, et sur les 9 cas, il y a un enfant, une fillette, pour lesquels les symptômes ne se sont pas amendés. Mais la pathologie était bien réelle, donc très certainement, il faut chercher, donc étant donné la non-spécificité, justement, comme l'a signalé Corinna, de cette pathologie, il faut quand même toujours rechercher d'autres choses et parfois garder ce diagnostic comme un diagnostic d'élimination, s'assurer qu'il n'y a pas autre chose en même temps. Ensuite, elle a parlé de l'alimentation. En principe, il n'y a aucun souci pour l'alimentation. Une fois que l'intestin a été libéré, la personne va avoir un fonctionnement normal, un tube digestif normal, même si le grêle est d'un côté et le côlon de l'autre. Merci, Dr. Degois. Bon, je continue avec les remerciements de Désir. Merci pour la présentation. Dr. Rochelin remercie le Dr. Joachim et le Dr. Rousseau pour les ajouts et les précisions. Dr. Joachim a essayé de remonter, mais j'ai l'impression qu'il a encore des problèmes d'Internet. Donc, on va continuer. Saint-Hubert, merci pour cette présentation. J'ai beaucoup appris. Christophe Millien, excellente présentation et discussion. Merci pour tout. Et nous avons aussi une question de JB Emmanuel qui est interne de l'UNDH. Et je vous remercie, Dr. Derivoire, pour cette belle présentation riche en informations. J'aurais aimé être édifié sur 2 points en particulier, d'où mes 2 petites questions suivantes. La première, en dehors de la chirurgie, n'y a-t-il pas d'autres solutions de prise en charge possibles? La deuxième question, quelles sont les complications majeures que l'on peut craindre si le diagnostic et la prise en charge du volvulus ne sont pas faits à temps? Merci déjà et félicitations encore. La première question, c'est quelles sont les complications, c'est ça? Oui, non, les complications majeures qu'on peut craindre si le diagnostic et la prise en charge ne sont pas faits à temps. Avant ça, il y avait une première question. Alors, la première question, oui, effectivement, c'est en dehors de la chirurgie, n'y a-t-il pas d'autres solutions de prise en charge possibles? Bon, personnellement, je n'en vois pas, je n'en ai pas vu dans la littérature parce que c'est une pathologie qui est liée, c'est une pathologie organique qui est liée à un problème de positionnement. Donc, je ne connais pas de traitement conservateur, par exemple, qui pourrait solutionner le problème, c'est-à-dire mettre l'intestin en situation de ne plus volvuler, à part le traitement chirurgical. Ce que je pourrais dire, Dr. Rousseau l'a bien signalé, moi j'ai parlé de laparotomie, merci Dr. Rousseau d'avoir fait l'apport de la laparoscopie qui prend de plus en plus de place, même si ça reste discuté. Mais pour répondre à cette première partie de la question, je ne sais pas si Dr. Rousseau a une réponse ou bien un autre chirurgien de l'assistance, mais je ne connais pas de traitement chirurgical. Maintenant, quels sont d'autres traitements à part le traitement chirurgical? Maintenant, quelles sont les complications à craindre si le traitement n'est pas fait à temps? Remarquez qu'il s'agit de patients qui vont ne pas pouvoir absorber. Vous vous rappelez le rôle de l'intestin grêle. Donc, quelqu'un qui fait des volvulus à répétition, non seulement il vomit, cette personne se dénutrit et cette personne développe des troubles hydroélectrolytiques et nutritionnels. Et je vous ai parlé du cas de ma cousine. Je ne dis pas que c'était le cas parce que le diagnostic n'a pas été fait, mais c'est assez ressemblant. Mais ce sont des patients aussi, vous savez, à cause de la torsion irrégulière de l'intestin, cette torsion entraîne également une compression des chylifères. Et vous savez que les chylifères apportent et doivent absorber les graisses au niveau de l'intestin pour les faire entrer dans le cycle lymphatique. Donc, c'est pour ça que certains cas
sont accompagnés également de malabsorption. Donc, si la prise en charge n'est pas faite, moi, je dis que ce patient va finir par développer un tableau de cachexie et mourir dans ce tableau. Je ne sais pas si Dr Rousseau veut ajouter quelque chose. Dr Rousseau, vous souhaitez intervenir? Effectivement, et je renchéris à ce que vient de dire le docteur Derivoire, et puis dans une certaine mesure, pour répondre à la question, il s'agit essentiellement d'un défaut anatomique, résultant d'une anomalie congénitale, c'est évident, mais le défaut est anatomique. Donc, c'est un manque d'une complétion d'un processus de formation qui repose sur un substratum littéralement anatomique. Et cette anomalie se traduit maintenant par une propension à développer quelque part une complication qui est celle du volvulus. Parce que justement, l'axe mésentérique et la racine mésentérique devient extrêmement courte et réduite, facilitant ainsi la situation de volvulus, qu'il soit aigu ou chronique, avec chacun de leurs conséquences. Donc, par conséquent, la correction de cette anomalie anatomique, ça s'entend, visant à rendre la racine du mésentère beaucoup plus large, donc transformer, encore une fois, comme on l'a si bien démontré sur les schémas, l'anomalie de la malrotation à 180 degrés en une rotation en mésentère commun à 90 degrés. Autrement dit, c'est comme si on défaisait un petit peu ce que la nature avait fait et pour rendre l'organisme plus fragile ou plus à risque, eh bien, on le ramène en mésentère commun à 90 degrés et avec ça, on diminue de façon significative, voire même avec la prétention d'abolir les risques de survenue de volvulus. En fait, je ne pense pas avoir lu des situations de nouveaux volvulus dans la mise en place, dans la mise en mésentère commun à 90 degrés. Par contre, comme l'a signalé le docteur Derivoire, cette situation peut, comme toute situation post-opératoire chirurgicale, être grevée d'occlusion intestinale liée à la chirurgie antérieure, qu'il s'agisse d'une invagination intestinale, d'une occlusion subbride, etc., etc. Merci, docteur Rousseau. Docteur, nous avons une autre question de Marie-Georges. Comment faire le diagnostic différentiel entre le volvulus et l'ischémie intestinale chez les adultes, étant donné que les symptômes sont les mêmes? L'ischémie intestinale, déjà, on peut avoir des saignements au niveau des selles. Ensuite, on n'a pas, que je sache, une voussure épigastrique. Je pense que, et comme Dr Rousseau l'a signalé tout à l'heure, il faut bien prendre chaque histoire, OK? Et puis selon l'histoire, selon les éléments cliniques qu'on a à sa disposition, on va pouvoir compléter par l'imagerie. Et l'imagerie va faire le départ. Déjà, il y a les signes cliniques, et certains signes cliniques, comme je viens de le dire, comme et des traces de sang dans les selles, etc., qu'on n'a pas dans le volvulus chronique. Bon, même s'il y a deux rares cas, et comme le docteur Rousseau l'a dit, on peut avoir des traces de sang, mais c'est pas courant. Et ensuite, il y a la stase gastrique et les vomissements verdâtres et le syndrome douloureux chronique et récidivant avec les intervalles asymptomatiques. Ça devrait permettre de faire le départ clinique et ensuite la paraclinique, notamment l'échodoppler, le scanner, si on avait des doutes avec le repas-barité, devrait pouvoir redresser le diagnostic. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, docteur Derivoire. Bonsoir, merci à tous les présentateurs. J'ai beaucoup appris. Et il y a une question pour le docteur Rousseau. Pouvez-vous me dire les moyens possibles de découvrir cette anomalie dans la vie? Docteur Rousseau, pouvez-vous me dire les moyens possibles de découvrir cette anomalie pendant la grossesse? Merci. Oui, la malrotation intestinale en elle-même risque de ne pas être un processus de découverte anténatale
sauf peut-être au cours du dernier trimestre, si déjà il y a une situation de bande de LAD suffisamment importante et serrée, comprimant le deuxième duodénum, donnant déjà un aspect caractéristique on va dire, déjà de dilatation anormale des voies digestives supérieures au niveau de l'estomac. Cependant, et il faut bien comprendre que c'est en postnatal, à la naissance, que le phénomène va être quand même beaucoup plus évident avec l'apparition, avec la déglutition d'air et avec l'apparition de la fameuse double bulle. Et est-ce que le polyhydramnios peut jouer ainsi pour être un élément éveillant la suspicion du sonographiste et de l'obstétricien au cours du dernier trimestre, éventuellement, mais il y a d'autres pathologies. En fait, ça peut renseigner sur la possibilité d'une anomalie digestive supérieure et la possibilité d'une situation soit atrétique, soit sténotique du tube digestif proximal. Mais de là à dire spécifiquement qu'il s'agisse d'une malrotation, ça va être plus difficile. Merci. En Haïti, où peut-on réaliser un scanner abdominal? Le docteur Joachim a répondu qu'on peut réaliser les scanners abdominaux à Med Center et à Medlab au 51 rue Fernand, Canapé Vert. Je voudrais remercier encore une fois Dr. Joachim et Dr. Rousseau d'avoir accepté d'être nos invités spéciaux et puis avec leurs interventions étaient vraiment très édifiantes pour compléter ma présentation. Je voulais réagir sur deux points qu'a soulevé Dr. Rousseau. Merci pour la laparoscopie justement que tu as introduite comme moyen de traitement actuel. Et puis je voudrais, parce que je crois que tu m'as posé la question aussi, et par rapport à l'appendicectomie par retournement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une façon très élégante de faire l'appendicectomie et garder un abdomen propre, faire une chirurgie totalement propre. La seule petite réserve qu'on a toujours quand on fait ce geste, c'est qu'on n'a pas l'appendice pour l'examiner. Bon, en principe, il n'a rien, mais quand on enlève, quel que soit ce qu'on enlève comme organe, on l'envoie en pathologie pour être sûr qu'il n'y avait pas autre chose. Mais sinon, c'est un excellent point parce que ça permet de réaliser, de rester dans un abdomen propre, de réaliser une chirurgie propre jusqu'à la fin. Donc, je voulais te remercier pour ce point-là. C'est très intéressant. Je vous remercie. C'était Dr. Frédéric Barreau-Desjans comme modérateur. Et je vais passer le micro à Dr. Delaunay. Merci, Dr. Desjans. Merci à tout le monde d'abord. Nous venons de vivre un moment de partage d'informations, de connaissances et d'expériences. C'est vraiment très intéressant. Nous félicitons et remercions Dr. Enis de Rivoire-Merisier, également nos invités spéciaux, Dr. Philippe Rousseau et Dr. Gina Joachim, de leur apport, de leurs prestations, de leurs ajouts, de leurs commentaires. Nous vous remercions tous et toutes pour votre participation. Un sincère merci à David Jérémy Delaunay pour son support et sa précieuse contribution technique et logistique. Merci à notre modérateur, Dr. Frédéric Barreau-Desjans, et à Dr. Darlène Rochlin-Paultre pour la gentille présentation du biosketch de notre consoeur, notre conférencière, Dr. Eunice de Rivoire-Merisier. Merci. Eh bien, merci à tous et bonne fin de semaine.